Bonjour à tous et bienvenue sur Monde Multipolaire. Nous sommes le 6 juillet 2026 et on réagit aujourd'hui au bulletin numéro 297 de Xavier Moreau sur Stratpol, enregistré depuis Moscou le 2 juillet. Comme toujours sur cette chaîne, on n'est pas là pour vous dire quoi penser. On est là pour poser les faits sur la table, les contextualiser honnêtement et vous laisser tirer vos propres conclusions. Et si ce travail vous apporte quelque chose, un like, un partage ou rejoindre la chaîne, ça nous aide vraiment concrètement à continuer tous les jours. Alors ce bulletin s'ouvre sur une information qui aurait dû faire beaucoup plus de bruit en France. La Cour de justice européenne vient de valider le principe selon lequel reprendre un contenu de Russia Today sur Internet peut désormais exposer à des poursuites pénales. Ce qui signifie que si vous retweetez ou partagez une vidéo RT, vous êtes techniquement passible d'une sanction judiciaire dans certains pays membres. Moreau le dit clairement, et il a raison de le faire. C'est le même mécanisme administratif qui lui a valu ses sanctions personnelles depuis décembre 2025. Le Conseil européen décide, la Direction générale du Trésor exécute, et le citoyen n'a aucun recours réel. Mettons ça en perspective historique un instant, parce que c'est important, la restriction des médias jugés ennemis n'est pas une nouveauté dans les démocraties occidentales en temps de conflit. Pendant la Première Guerre mondiale, les États-Unis ont adopté l'Espionnage Act de 1917 qui permettait d'emprisonner quiconque exprimait publiquement une opinion contre l'effort de guerre. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la BBC refusait de diffuser certaines analyses jugées défaitistes. Ce qui est nouveau ici, c'est que nous ne sommes pas en guerre déclarée. La France n'est pas officiellement en guerre contre la Russie, et pourtant, on criminalise la diffusion d'un média étranger. Des organisations comme Reporters sans frontières ont elles-mêmes signalé, dans leurs rapports de 2025 et 2026, une détérioration des indicateurs de liberté de la presse en Europe de l'Ouest. La France était classée au 24e rang mondial. C'est un fait documenté, pas une opinion. Sur la candidature de Moreau au sénatorial du 27 septembre 2026, il est honnête sur la difficulté de l'exercice. 550 grands électeurs. Un univers politique qu'il maîtrise mal de son propre aveu. Des pressions à prévoir. Il s'y présente néanmoins en portant deux messages. La restauration de l'état de droit en France et le retour à une diplomatie française de puissance pacificatrice. Ce sont deux positions qui correspondent, et c'est intéressant à noter, à des traditions politiques françaises documentées et reconnues, bien au-delà des cercles souverainistes. Raymond Aron, que personne ne peut accuser d'être un agent du Kremlin, défendait dans ses travaux une France capable de jouer un rôle d'équilibre entre les blocs. Ce n'est pas une position marginale, c'est une tradition intellectuelle française sérieuse. Parlons maintenant du rapport UBS sur l'état de la richesse mondiale, parce que c'est franchement l'information économique la plus importante de ce bulletin, et elle a été quasi totalement ignorée par les médias français. La banque suisse UBS, qui n'est pas exactement un organe de propagande du Kremlin, a publié une analyse mondiale sur la croissance de la richesse moyenne par adulte. Et le résultat est stupéfiant pour quiconque a suivi le discours officiel occidental sur l'économie russe depuis 2022. La Russie se classe deuxième parmi les pays ayant connu la croissance la plus rapide de cette richesse depuis 2020, avec une hausse de 37%. Derrière la Corée du Sud à 55%, devant la Croatie à 50%, et maintenant le côté qui devrait faire réfléchir nos dirigeants. Dans le bas du classement, on trouve l'Angleterre à moins 23%, les Pays-Bas à moins 14% et la France à moins 4-5%. Ce qui signifie que les pays qui ont le plus poussé pour les sanctions contre la Russie sont précisément ceux dont la richesse réelle moyenne a le plus reculé. Ce n'est pas une corrélation anodine. Bloomberg et Reuters ont tous deux couvert ce rapport. Ce n'est pas une information que Stratpol a inventée. Ce qui est intéressant analytiquement, c'est que ça confirme quelque chose que des économistes comme Jeffrey Sachs de l'Université Columbia ont dit publiquement depuis 2023. Les sanctions économiques contre la Russie ont eu un effet boomerang significatif sur les économies européennes, surtout énergodépendantes comme l'Allemagne. Sachs l'a dit dans Foreign Affairs, pas dans RT. Moreau enchaîne sur la question du carburant en Russie, et là, il est équilibré, ce qui mérite d'être souligné. Il reconnaît qu'il y a un problème réel, saisonnier, aggravé par les frappes ukrainiennes sur les raffineries. Il reconnaît que certaines régions proches du front, comme la Crimée
ou Briansk sont plus touchés que Moscou. Mais il contextualise. 40% de la production de diesel russe est exportée. Ce qui signifie que la Russie a des marges de manœuvre pour réorienter sa production vers son marché intérieur si nécessaire. Le Kazakhstan et l'Inde peuvent également compléter en cas de besoin. C'est une analyse pragmatique et honnête, pas un discours propagandiste. Comparons avec la situation ukrainienne pour avoir une juste perspective. Les frappes russes systématiques sur les infrastructures énergétiques ukrainiennes ont abouti à une situation bien plus grave. La ville de Kharkov, selon les données disponibles ce 6 juillet 2026, n'a plus de station-service approvisionnée entre Dniepr et Kharkov. Ce qui signifie que la comparaison entre les difficultés logistiques ponctuelles en Russie et la destruction systématique des infrastructures en Ukraine n'a pas vraiment lieu d'être. Sur la question moldave, Moreau développe un point géopolitique qui mérite une analyse sérieuse. Le Congrès roumain a ouvert la porte à une réunification avec la Moldavie et Moreau identifie correctement les lignes de fracture internes qui rendent ce projet extrêmement complexe. Les Gagaouzes, population turcophone orthodoxe du sud de la Moldavie, n'ont aucune aspiration à rejoindre la Roumanie. La Transnistrie, entité sécessionniste russophone, encore moins. La Cour européenne des droits de l'homme a d'ailleurs reconnu dans plusieurs arrêts le droit des minorités linguistiques à une protection effective, ce qui rend une intégration forcée problématique sur le plan du droit international. Ce qui est analytiquement pertinent dans l'observation de Moreau, c'est le timing. Pourquoi cette discussion s'accélère-t-elle maintenant? Sa réponse est la suivante. Personne ne sait jusqu'où ira l'armée russe une fois que les lignes de front ukrainiennes céderont vraiment. Et si les forces russes rejoignent un jour la Transnistrie, ça change radicalement la carte géopolitique de cette zone. L'OTAN et l'Union européenne veulent donc sécuriser la Moldavie avant que ce scénario ne se matérialise. C'est une lecture de géopolitique classique, du type qu'on trouve dans les analyses de Zbigniew Brzezinski sur le grand échiquier, indépendamment de tout jugement de valeur. Moreau modère lui-même son propos sur ce point, et c'est bien. Il dit que ces gens-là voudront accélérer la réunification sans scrupule. Nous irons un peu moins loin dans la formulation. Ce qui est factuel, c'est que la décision politique moldave a clairement une dimension anticipatrice face à l'incertitude militaire ukrainienne. Le fait que la présidente Sandu ait reçu un soutien occidental massif pour son élection est documenté, ce qui signifie que la dimension géopolitique de ce soutien est réelle, même si les motivations sont complexes et multiples. Sur la Serbie, Moreau est prudent. Vučić a annoncé sa démission sans date précise. Des élections présidentielles et législatives anticipées s'annoncent. C'est un développement important pour l'équilibre géopolitique des Balkans, zone historiquement sensible. Moreau dit qu'il attend l'analyse de ses contacts serbes. C'est une démarche intellectuellement honnête. Nous ferons de même. Ce qui peut être dit factuellement, c'est que la Serbie maintient depuis 2022 une position d'équilibre rare en Europe. Elle n'a pas rejoint les sanctions contre la Russie, tout en étant candidate à l'adhésion à l'Union européenne. Cette position d'équilibre est sous pression croissante des deux côtés. Sur l'ultimatum de Zelensky à la Biélorussie, l'épisode est révélateur. Zelensky avait annoncé publiquement que si Minsk ne démontait pas ses antennes de communication à la frontière avant une certaine date, il y aurait des conséquences. La date est passée. Rien ne s'est passé. Et pour aggraver les choses, son propre chef d'état-major, le général Syrski, a contredit la version officielle en affirmant que les antennes n'avaient pas été démontées. Ce qui signifie que soit Zelensky ment à sa propre opinion publique, soit il n'a pas de communication interne cohérente avec son commandement militaire. Dans les deux cas, c'est un problème de gouvernance sérieux. Sun Tzu, dans L'Art de la guerre, écrit que le général qui annonce ses mouvements à l'ennemi a déjà perdu la moitié de la bataille. La diplomatie coercitive fonctionne sur le même principe. Un ultimatum non suivi d'effet n'affaiblit pas seulement l'image du dirigeant qui l'a lancé, il encourage les futurs partenaires à ne pas le prendre au sérieux. Ce qui signifie que cet épisode avec la Biélorussie a une portée diplomatique qui dépasse largement la question des antennes en question. Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le jeudi 2 juillet 2026, c'est notre bulletin numéro 297 et nous sommes toujours à Moscou et toujours sous sanction. Si vous voulez aider l'équipe de Stratpol, celle qui a repris
ce canal depuis que je suis sous sanction, n'hésitez pas à aller voir dans la description de cette vidéo. Vous avez tous les moyens par le canal Telegram payant et même si vous n'êtes pas sur Telegram, vous avez un lien pour utiliser votre explorateur. Voilà, donc aider l'équipe de Stratpol, c'est extrêmement important. N'hésitez pas à vous abonner également à la revue de Géopolitique Profonde, hein. Le numéro de cet été pardon, est sorti et il est très intéressant, notamment la partie sur les lumières sombres que j'ai particulièrement appréciée. Et puis c'est aussi, n'oubliez pas, Géopolitique Profonde, c'est aussi une maison d'édition, hein. Il y a également ce très bon livre de Laurent Ozon sur les néoconservateurs. Voilà, donc allez jeter un coup d'œil, c'est important. Comme je vous le disais, il faut vraiment nous soutenir. Il faut utiliser tous les moyens pour qu'on reste en contact, quelle que soit la censure. Donc, il y a le compte X de Stratpol, le compte Telegram et également la lettre d'information. Vous êtes plus de 25 000 abonnés. Et il faudrait que tous les gens qui regardent nos vidéos s'abonnent. C'est gratuit et vous recevez comme ça régulièrement ce que nous produisons. Donc c'est quelque chose, qui est important, d'autant plus que la censure devient de plus en plus forte et la répression de plus en plus forte, puisqu'on a appris ce matin, donc ce jeudi, que la Cour de justice européenne, donc évidemment, m'a débouté, de mes, requêtes pour l'annulation des sanctions. Donc la Cour de justice européenne a justifié les poursuites pénales contre les gens qui, accrochez-vous bien, reprennent les contenus de Russia Today. Donc voilà, si par exemple vous avez un contenu qui vous a plu sur Russia Today, qui circule sur le net et que vous le reprenez, vous êtes passible de poursuites pénales. On en est là. Et finalement, c'est le même système qui a été mis en place pour les sanctions contre votre serviteur, par exemple. C'est-à-dire que le Conseil européen décide de vous mettre sous sanction et ensuite c'est la Direction générale du Trésor qui vous poursuit. C'est-à-dire qu'il vous oblige à vous soumettre aux injonctions. Si vous ne le faites pas, vous allez en prison. Et là, en fait, c'est le même système qu'ils veulent mettre, c'est-à-dire que la Cour de justice européenne justifie le fait que la justice nationale, donc en l'occurrence, ça concernait les Allemands, se mettent à vous poursuivre parce que vous avez retweeté, repris un contenu de RT. Donc voilà où on en est. Alors, j'ai pris cette nouvelle il y a 2 heures. Je n'ai pas encore eu le temps de voir avec les gens qui ont repris Stratpol depuis que je suis sous sanction, voir ce qu'ils comptent faire. En tout cas, quoi qu'il arrive, restez connectés, utilisez tous les moyens. La lettre d'information hebdomadaire gratuite me paraît un moyen de contourner la censure de toute manière. Et puis également, n'oubliez pas d'aller en description de cette vidéo, encore une fois, pour soutenir l'équipe de Stratpol qui en a besoin. Ce qui m'a assez plu cette semaine, c'est le portrait qui a été fait de moi dans Valeurs Actuelles, qui a été fait par Mériadec Raffray et qui rebondit sur le fait que effectivement, je suis candidat aux élections sénatoriales. Donc le portrait est assez juste, même quelquefois un peu trop critique, un peu trop moqueur, mais bon, c'est pas moi qui vais dire du mal de ça, puisque la moquerie est aussi une de mes armes favorites. Donc effectivement, en gros, là, c'est l'annonce du début de ma campagne, c'est maintenant. Alors, évidemment, juillet, août, c'est surtout les vacances, donc ça va être pour moi l'occasion de rentrer en contact avec les grands électeurs et puis ça battra son plein, je pense, fin août, et jusqu'à la fin du mois de septembre. L'élection a lieu le 27 septembre. Ça va être, très, très dur. Ce sera plus dur que l'élection consulaire, évidemment, puisque j'arrive dans un univers que je maîtrise mal et puis les pressions vont être, énormes. On peut bien s'y attendre, mais je pense que mon message peut passer. Je pense que, encore une fois, les 2 voies que je suis, c'est-à-dire la restauration de l'état de droit, on vient juste d'en parler, en France, et puis le fait que la France doit retrouver une position de puissance d'équilibre, de puissance pacificatrice, de puissance d'artisan de paix, c'est ce qui devrait animer, je pense, tous les sénateurs des Français de l'étranger, au-delà des choix partisans. Donc voilà, j'espère pouvoir réveiller la conscience des 550 grands électeurs qui participeront à ce vote. En tout cas, je vais m'y employer, je vais mettre toutes les forces de mon côté. De toute manière, comme je vous l'ai dit, lorsque je me suis présenté aux élections consulaires, ce n'est que le début d'une longue série d'élections, de combats politiques, et je participerai, quoi qu'il arrive, au relèvement de la France. Vous pouvez compter sur moi. Voilà.
Économie maintenant et l'équipe de Divergence Service vous propose, eh bien, tout un plan de visite de la capitale russe. Voilà, c'est valable tout cet été. N'hésitez pas, c'est en description de cette vidéo également. Ce sont des gens très sérieux, je vous les recommande. On parle maintenant d'économie russe et alors la banque UBS, hein, une banque suisse, a fait son analyse sur l'état de la richesse en fait mondiale et on y apprend des choses assez étonnantes qui vont sans doute désespérer tous les médias de grand chemin et les experts de plateau sur l'économie russe. On y apprend notamment que la Russie se classe deuxième parmi les pays ayant connu la croissance la plus rapide de la richesse moyenne réelle par adulte. Donc, d'après le rapport, le taux de croissance donc, de cette richesse en Russie s'est monté à 37% depuis 2020, ce qui la place derrière la Corée du Sud qui est à 55, je crois, et devant la Croatie qui est à 29. Et puis, évidemment, il y a les pays eh bien, où la richesse décroît, la richesse réelle, et on y trouve en tête, eh bien, d'ailleurs, des pays qui veulent faire la guerre à la Russie, puisque c'est l'Angleterre avec moins 23%, les Pays-Bas moins 14%, et la France moins 4,5%. Voilà, c'est compté au minimum. Donc ça nous montre, et ça confirme ce que je disais, c'est-à-dire que quelles que soient les difficultés actuelles de l'économie russe, la Russie a utilisé les sanctions pour faire un saut qualitatif, notamment dans le domaine de l'aéronautique civile. On va en reparler en cette fin d'année, puisque les premiers avions, donc 100% russes, vont être livrés. Et puis dans d'autres domaines, ça n'a pas empêché la construction d'usines géantes, comme l'usine de polypropylène dans la région de l'Amour, en Sibérie, on en a parlé. Donc il y a tout un tissu industriel qui est en train de se renouveler, d'augmenter. Ce qui compte en fait, c'est que les économies qui font la guerre à la Russie sont en train de péricliter. Notamment, c'est les économies européennes. Et la Russie, elle, son économie est en train, quoi qu'il arrive, de monter. Et surtout, ça bénéficie à la population russe qui s'est enrichie. Même si, encore une fois, il y a des difficultés. Et d'ailleurs, ça me permet d'enchaîner immédiatement sur les difficultés du carburant en Russie. Donc, comme je l'ai dit, il y a un problème de carburant en Russie saisonnier, donc toujours au moment de l'été, pour les questions de récolte agricole, et cetera, départ en vacances. Et ça a été accentué par des frappes sur les raffineries et, il faut le dire, un problème d'organisation logistique puisque la Russie a du carburant, mais il faut être capable de réorienter quand il y a une raffinerie touchée, un réseau touché. La Russie, elle aurait les moyens, en fait, même malgré les frappes sur les raffineries, de compenser ces frappes, mais c'est pas très bien organisé et c'est en train de se réorganiser. Donc comme je le disais la dernière fois, la Russie, pour l'instant, n'a toujours pas mis d'embargo sur les exportations, de diesel parce qu'elle exporte beaucoup, hein. 40 de la production de diesel en Russie est exportée. Contre 10 de la production d'essence 95, voilà. Donc l'essence 95, elle, c'est déjà depuis un bon moment, avant même les frappes sur les dernières frappes sur la raffinerie, a été bloquée jusqu'au mois de juillet et le diesel pour l'instant n'est pas bloqué et par exemple à Moscou, vous avez des queues dans certaines stations-service, mais par exemple, moi qui ai un vieux 3 litres diesel, Nissan, eh bien je fais le plein tranquillement, il y a pas la queue, voilà. Donc voilà, donc ça dépend énormément. Ça ne veut pas dire que, bien sûr, c'est indolore, mais c'est plus un problème d'organisation et de réorganisation de la logistique qu'un problème sérieux, à l'exception évidemment des villes qui se trouvent ou des territoires qui se trouvent près de la ligne de front. C'est le cas de la Crimée qui en plus est devenue une cible symbolique pour le régime de Kiev. C'est le cas si vous vivez eh bien, à Novgorod, à Briansk, évidemment que les conséquences ne sont pas les mêmes. Mais il n'y a rien de définitif et de dramatique, surtout quand on compare évidemment à la destruction systématique de tous les flux logistiques en Ukraine, hein, c'est-à-dire les stations-service, les locomotives diesel. Donc il y a toute une logistique qui est complètement annihilée et on ne verra pas ça pour l'armée russe. Quoi qu'il arrive, l'armée russe, tout ce qui est service public sont prioritaires et pour eux, il y aura toujours du carburant. La Russie ne tombera pas à court de carburant. C'est tout simplement pas possible. La Russie, donc en ce qui concerne le 95, a aussi la possibilité d'importer de chez ses voisins ou de ses partenaires. C'est le cas du Kazakhstan. Alors le Kazakhstan fait passer ça pour un soutien humanitaire parce qu'évidemment, où va aller le carburant, dans quel réservoir il va être rempli, est-ce que c'est celui d'un char ou un véhicule civil, c'est dur à dire. Donc c'est de l'humanitaire. Il y a l'Inde aussi qui a de grosses capacités de raffinage. On en a parlé d'ailleurs, puisque l'Europe achète en fait du combustible russe en passant par les raffineries indiennes, et donc qui a été sollicité et on va voir à quel moment ça va se stabiliser.
Information intéressante dans le Frankfurter Allgemeine Zeitung, c'est que l'aide à l'Ukraine pourrait être remise en cause. Et en fait, la raison profonde de ça, c'est que les gens croient de moins en moins à la victoire ukrainienne. Contrairement à ce qu'on vous raconte sur les réseaux sociaux, eh bien, les dirigeants des pays qui vous mentent, des médias qui vous mentent, savent pertinemment que l'Ukraine est en train de perdre la guerre et qu'on est sans doute même dans une phase d'accélération de cette défaite. On va voir ça dans la carte des opérations militaires. Donc ça pourrait remettre en cause l'aide et c'est pour ça que vous avez cette énorme campagne de presse qui a démarré depuis mars 2000 de cette année, mars 2026, pour vous expliquer que l'Ukraine était en train de gagner. C'est pas du tout le cas. C'est même, encore une fois, sur tous les points de vue économique, militaire, frappe dans la profondeur, c'est même absolument pas le cas du tout. Et donc cette aide peut être remise en cause. Et à ça, en plus, s'ajoutent les questions de corruption, de mafia. Là aussi, on va en parler dans ce bulletin. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que quand vous regardez un peu la presse sérieuse, surtout la presse économique, alors il y en a pas en France, je crois pas. C'est que des fanzines sponsorisées par l'État, donc c'est très rare. Je parle sur les noms les plus connus. Mais quand on va dans une certaine presse qui cherche à conserver sa crédibilité, notamment parce qu'elle n'est pas subventionnée par l'État, hein, le problème c'est la subvention par l'État. Dès que vous êtes subventionné par un État socialiste, vous êtes pour le socialisme. C'est ce qu'on voit dans toute la presse française et donc pour la guerre. Donc, mais c'est pas le cas du Frankfurter Allgemeine Zeitung, c'est pas le cas de Bloomberg, qui régulièrement en fait mettent à jour ce qu'on dit sur la réalité de l'économie russe. Politico-diplomatique maintenant, et une nouvelle intéressante cette semaine, c'est que la Roumanie, donc le Congrès roumain, a ouvert la porte à alors on pourrait dire l'annexion ou la réunification de la Moldavie avec la Roumanie. Encore une fois, ces territoires-là ont été victimes des guerres et des éclatements des empires au XXe siècle. Et notamment parce que, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, eh bien, l'URSS, hein, Staline, s'est servi, parmi les territoires, on en a parlé pour la Hongrie, mais c'est le cas aussi pour la Roumanie, donc finalement des territoires qu'on pourrait estimer, historiquement roumains ont été pris, ça a donné la Moldavie. La question de la réunification avec la Moldavie pose différents problèmes. La première, c'est est-ce que la population moldave a envie de rejoindre la Roumanie? Alors peut-être une partie, mais une autre partie, certainement pas. Les Gagaouzes, qui sont persécutés, en plus, on peut le dire, par le pouvoir central moldave actuel. La Transnistrie, qui est sécessionniste, hein, on peut le dire, eh bien, n'en voudront pas. Donc la réunification de la Moldavie, ça supposerait soit l'épuration ethnique de la Gagaouzie, ça, c'est des choses que l'OTAN sait très bien faire. On l'a vu avec les Serbes de Krajina, par exemple. Soit, et qui revêtent faire d'ailleurs pour les Russes du Donbass et de Crimée, soit la guerre civile. Et ça, l'OTAN est aussi capable de déclencher une guerre civile. Bon, le problème, c'est que la Transnistrie, on peut considérer que c'est une province russe, mais elle est complètement isolée. Elle n'a même pas d'accès à la mer et elle est à la frontière avec l'Ukraine. Ce qui explique aussi, à mon avis, peut-être la précipitation du régime de Roumanie. D'ailleurs, on peut parler d'un régime, puisqu'encore une fois, rappelons que les autorités actuelles roumaines sont issues d'un coup d'État. C'est Georgescu qui aurait dû devenir président, et les services français se sont employés à faire finalement en Roumanie ce qu'ils ont fait ensuite en Moldavie et ce qu'ils ont fait en France en 2017. Alors, c'était pas forcément les services secrets français à ce moment-là, mais c'était l'État profond français, en fait, qui a putché François Fillon et qui a mis en place quelqu'un que personne ne connaissait, qui était censé être un génie de la finance, alors qu'en fait, il n'y connaissait rien, qui s'appelait Emmanuel Macron. Donc ça, c'est la situation. Et évidemment, l'accélération en fait de ces prises de décision est due, je pense, à la défaite de l'Ukraine. C'est-à-dire que personne ne sait, une fois que l'État central ukrainien se sera écroulé, ou que l'armée ukrainienne aura subi des pertes qui l'obligeront à reculer fortement dans des zones en plus où ce sera beaucoup plus difficile d'organiser des lignes de défense, et bien jusqu'où, tout le monde se demande jusqu'où ira l'armée russe ou jusqu'où ira l'autorité russe. Est-ce que les régions russes comme la Nikolaïev, comme Odessa, seront capables de se soulever pour reprendre leur destin en main, se libérer de la dictature kievienne? Tout ça, c'est des choses qui sont possibles. Et dans ce cadre-là, ça veut dire que les forces russes pourraient rejoindre la Transnistrie. Donc ça, évidemment, ça fait peur à l'OTAN, ça fait peur à l'Union européenne. Et donc c'est peut-être dans cette perspective-là que ces gens qui n'ont aucun scrupule voudraient accélérer cette
unification de la Moldavie avec la Roumanie, sachant que, comme j'ai dit, les Gagaouze n'en voudront pas, les habitants de la Transnistrie non plus, mais il y a une partie de la Moldavie qui finalement se contentait bien de cette structure de la Moldavie telle qu'elle était, et qui simplement voulait vivre en paix. C'est encore une fois, ce sont la classe dirigeante imposée par les Occidentaux, en l'occurrence Madame Sandou, qui apporte la guerre dans un pays qui n'en veut pas. Exactement la même chose pour l'Ukraine, avec Yushchenko, ensuite Poroshenko, et ensuite maintenant avec Zelensky. À la base, ces gens-là, ils ne voulaient pas faire la guerre, ils ne voulaient même pas aller massacrer leurs voisins. Il a fallu que l'OTAN et l'Union européenne mettent en place des potentats pour qu'ils soient, que finalement leur histoire bascule. Et on a l'impression qu'ils veulent faire à la Moldavie ce qu'ils ont fait à l'Ukraine, ce qui serait évidemment terrible. À suivre donc. Rapidement passage, parce que je n'ai pas encore de détails, mais j'en ai demandé à mes amis serbes d'ailleurs, donc ce qui est en train de se passer en Serbie, puisque le président Vučić, donc, qui est très contesté depuis plus d'1 an, a annoncé, sans donner la date, sa démission. Et également, on va a priori vers des élections à la fois présidentielles et législatives, donc tout ça anticipé. Et vraisemblablement, la date de ces élections devrait être annoncée, mais on ne le sait pas encore. Donc je suis en contact avec mon ami Miloš Jovanović et j'attends un peu son analyse pour savoir exactement ce qui se passe. Mais c'est quelque chose qui paraît très, très intéressant. Politico-diplomatique toujours, enfin diplomatique avec Zelensky c'est toujours un peu compliqué, mais donc on se souvient qu'il avait donné un ultimatum à la Biélorussie, donc où il était censé, cet ultimatum, forcer la Biélorussie à abattre les tours antennes qui permettraient, soi-disant, aux drones russes d'aller frapper jusqu'à l'extrême ouest de l'Ukraine, c'est-à-dire jusqu'au dans les Carpates. Donc évidemment c'était un prétexte faux, c'était toujours dans ce discours belliqueux pour montrer qu'il est capable de tout, que c'est lui le plus fort, que Zelensky avait dit ça. Le problème, c'est quand vous mettez un ultimatum et qu'il arrive à l'expiration et que vous faites rien, eh ben, vous passez pour un idiot. Et c'est un peu ce qui s'est passé avec Zelensky. Alors lui, il a dit que finalement, c'est bon, les Biélorusses ont débranché les tours. Le problème, c'est que son chef d'état-major, le général Syrski, a dit le contraire. Donc en fait, ce qui est plutôt rassurant d'ailleurs, c'est que finalement, ce que fait Zelensky, il menace, mais que derrière, il n'y a rien. Voilà, un épisode qui, lui non plus, n'est pas à la gloire de Volodymyr Zelensky. Terrorisme maintenant, et Monaco. Monaco est touché par le terrorisme et évidemment le terrorisme ukrainien. Et on va parler de Vadim Yermolev. Donc Vadim Yermolev, c'est un oligarque ou un ex-oligarque ukrainien, donc qui a participé au pillage des richesses de l'Ukraine dans les années 90 et qui a fait fortune et qui donc se trouvait à Monaco et qui était victime d'un attentat, donc qui l'a blessé gravement, lui, sa femme et son fils de 13 ans. Donc un épisode assez terrible. Les polices monégasques et françaises sont en train de courir après le criminel, mais pour l'instant ne l'ont pas retrouvé. On va voir ce que ça va donner. Et ce qui est intéressant, c'est que même dans la presse pro-Ukraine et pro-Macron, comme par exemple le Figaro, eh bien, on privilégie la piste ukrainienne. Et même, d'après les bruits qui circulent, ça pourrait être un coup des services secrets ukrainiens. Le SBU, parce que donc ça aussi, encore une fois, il faut être très prudent avec ces rumeurs, mais Yermolev s'apprêtait à participer à une enquête contre la corruption en Ukraine. Vaste projet. Il y a aussi un autre aspect, c'est qu'un autre de ses fils, donc je pense Yermolev lui-même, est impliqué dans les centres d'appel téléphoniques, donc ces centres d'appel qui permettent d'escroquer les gens dans toute l'Europe, jusqu'en Russie. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que nous, on en a parlé. Parce que là, une des villes où ces centres d'appel sont les plus développés, c'est Dniepropetrovsk. Or, Dniepropetrovsk, souvenez-vous, il y a déjà eu des scandales parce qu'il y a des affrontements entre mafieux. Il y a un des fils d'un des mafieux qui contrôle ces centres d'appel à Dniepropetrovsk qui a été littéralement découpé en rondelles alors qu'il était en vacances à Bali. Il a été capturé par des bandits et on l'a torturé pour obtenir des concessions parce que c'est la bagarre, c'est une véritable bagarre mafieuse à Dniepropetrovsk. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est que ce que j'avais annoncé commence à se produire. C'est-à-dire que la violence qui est issue de la guerre en Ukraine, va déferler sur l'Europe de l'Ouest. Voilà. Les bandits ukrainiens, les anciens militaires traumatisés, etc., vont se retrouver en Ukraine, dans un pays qui n'existe plus, qui est ruiné, dont tout le monde va se désintéresser parce que finalement, dans la mesure où il ne peut plus faire la guerre à la Russie, il n'y a plus d'argent, ils ne servent à rien. Donc ces gens-là vont migrer massivement dès que les frontières vont s'ouvrir de l'Ukraine vers l'Europe
d'ailleurs pas que de l'Ouest, hein, l'Europe centrale. Je pense que des pays comme la Pologne, comme la Slovaquie, la Tchéquie, la Roumanie vont en faire les frais et ça finira tout ça en Europe de l'Ouest. Et ils sont déjà à Monaco. Alors c'est de la mafia, c'est du mafieux de haut de gamme, mais globalement, voilà ce qui attend l'Europe et c'est extrêmement symbolique. Terrorisme toujours. Et là, quelque chose d'extrêmement grave s'est passé. C'est que je vous ai souvent parlé du père Slava, donc, qui est le prêtre qui dirige la paroisse de Saint-Louis des Français, qui est un des centres vraiment de la vie française à Moscou, et qui est quelqu'un de courageux, et qui donc régulièrement fait des séjours dans le Donbass et même jusqu'en Crimée pour donner les sacrements, parce qu'il y a un manque de prêtres catholiques, et il y a une paroisse à Donetsk, une paroisse à Ilovaisk, une paroisse à Makiivka, et également il y a une église à Féodosia qui est en train d'être construite, église à laquelle les donateurs de Stratpol ont contribué. Hein, souvenez-vous, j'avais demandé pour mon anniversaire le 25 octobre de faire un don pour l'église en construction à Féodosia, et eh bien ça a permis d'acheter tout ce qui était lumière, voilà. Donc voilà, donc en fait, il y va pour donner les sacrements, pour évangéliser. Sauf que là, il vient d'être mis sur la liste du site Mirodvorets. Donc qu'est-ce que c'est que ce site? C'est un site qui désigne les gens à abattre. Hein, et ça peut être tout le monde, donc des écrivains, des journalistes. Donc généralement, ils donnent les renseignements en plus sur comment les trouver. Donc j'ai le plaisir de m'y trouver depuis 2016. Je suis pas seul. Dès que vous avez aidé un peu ou que vous avez pris la parole en soutien des populations du Donbass, c'est quasiment systématique. Mais là, c'est quand même un prêtre qui va pour donner les sacrements. Et donc les terroristes bandéristes ont appris que notre bon père Slava faisait des allers-retours, notamment au moment des fêtes, à Noël, à Pâques, pour donner les sacrements, encore une fois. Et il s'est retrouvé sur la liste des personnes assassinées. Alors il a fait un message en disant que de toute manière, ça ne lui faisait pas peur. Voilà, il est courageux. Donc voilà, c'est ce qu'il faut dire. N'ayez pas peur, et nous n'avons pas peur. Vous pouvez nous mettre sur la liste que vous voulez, en prison. C'est peut-être le plan. Nous n'avons pas peur. Armement maintenant, premier test du Golden Dome. Donc c'est le projet de Donald Trump, hein, projet de système de bouclier antimissile, hypersonique, supersonique, de croisière, etc. Tout ce que balistique, tout ce que vous voulez. Pourquoi j'en parle? Bon, c'est le premier test, on ne sait pas trop à quoi ça a correspondu, mais ce qui est intéressant, c'est que on a l'impression qu'il nous refait un peu le numéro de Ronald Reagan en 1983, je crois que c'était en mars 1983. Il fait un discours, ce qu'on a appelé sur l'initiative de défense stratégique, où il explique que les États-Unis sont en retard au niveau des capacités donc de frappe nucléaire, et que il faut que les États-Unis rattrapent ce retard par rapport à l'Union soviétique et créent un système de protection. Voilà. Et donc ça remet en cause le traité antimissile, hein, donc qui faisait que pour conserver l'équilibre de la terreur, on limitait le nombre d'armes et on ne faisait pas de système antimissile pour, comme ça, la dissuasion était uniquement dissuasive. On n'était pas censé les utiliser. Donc, ce que fait Ronald Reagan, c'est qu'il remettait en cause cette balance. Finalement, le projet de l'initiative de défense stratégique ne verra pas le jour, mais ça fera prendre conscience aux Soviétiques, qui se sont fait avoir à cette occasion, qu'ils étaient en retard dans beaucoup de domaines, notamment le domaine de l'informatique, etc., etc. Donc, George Bush Jr. a refait le coup en 2002. Il est sorti du traité donc, de défense, cette fois officiellement du traité d'interdiction des missiles antimissiles, en se disant qu'il allait renouveler l'exploit pour forcer les Russes à faire la même chose, à dépenser des fortunes pour un système qui ne fonctionnerait pas. Sauf que à l'époque, Vladimir Poutine a dit non, puisque c'est comme ça, nous on se rend compte que c'est pas capable de faire un tel projet, mais on va améliorer nos vecteurs et vos systèmes antimissiles ne serviront à rien. C'est ce qui s'est passé. Drone sous-marin Poséidon, missile à propulsion nucléaire qui peut tourner indéfiniment autour de la Terre avant de frapper sa cible, missile hypersonique, etc. Tout ce que Poutine avait prévu en 2002 et qu'il a ensuite confirmé lui c'était en mars 2018, donc quand il a parlé des nouvelles armes russes, eh bien tout ça c'est produit. Donc finalement, ce qu'avait fait George Bush Jr. a échoué, et on a l'impression que Donald Trump veut y revenir. Donc en plus, le projet, c'est entre 185 et 1 500 milliards de dollars. C'est quand même une grosse différence. Donc j'aimerais savoir combien ça coûte. Et comme on sait comment travaille le complexe militaire-industriel américain, on se demande si c'est pas finalement un moyen de réinjecter de l'argent dans ce complexe militaire-industriel qui ne s'arrête jamais, mais qui a de plus en plus de mal à produire à des coûts raisonnables des armements performants. Mais peut-être c'est pas ça qui est recherché. Voilà pourquoi je voulais parler de cette question d'armement.
armement toujours, les Russes ont détruit 3 MiG-29 ukrainiens. Donc il y en a 2, c'est documenté, c'est des MiG-29 qui étaient sur leur base et qui ont été repérés par les dronistes russes. Et donc ils ont été détruits. Et également un troisième aurait été détruit en vol, celui-là d'après ce que j'ai vu, mais c'est pas documenté. C'est important de le souligner déjà parce que ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu d'avions détruits. Alors c'est surtout des avions ukrainiens qu'on a eu tous ces derniers mois. Depuis l'opération Toile d'araignée, je ne crois pas qu'ils aient réussi à abattre un seul avion russe, mais les Russes ont la domination totale du ciel, notamment parce qu'ils ont le fameux missile R-37M qui permet de taper jusqu'à 300 km. Il n'y a pas d'équivalent dans l'OTAN de missile avec une telle portée. Donc évidemment, il y a une supériorité qui leur permet d'utiliser massivement les bombes planantes, etc. On en a déjà parlé, et c'est aussi intéressant parce qu'au même moment, les Polonais ont annoncé qu'ils ne livreraient pas leur MiG-29. Et ça aussi, si vous vous souvenez, on en avait parlé, on avait dit que les Polonais avaient bien tort déjà de donner leur char, leur équivalent du T-72, le PT-91, T-72 modernisé à la polonaise, qui était pas mal d'ailleurs, puisqu'ils les ont remplacés notamment par des Léopard 2, donc qui sont 10 tonnes de plus. On a vu à quel point ça marche bien, un char qui est trop lourd sur le front ukrainien. Bon, ça c'était une chose, ils l'ont fait, bon tant pis pour eux. Et ils ont également donné, ils ne sont pas les seuls des pays d'Europe de l'Est, des MiG-29. Et MiG-29 en plus adaptés pour pouvoir transporter des armements de l'OTAN. Donc c'était un beau cadeau qu'ils ont fait et ça devait continuer. Mais le prétexte qui était invoqué, c'est qu'il devait y avoir un échange de technologies de drones entre la Pologne et l'Ukraine. La vérité, c'est que je pense que, comme je l'ai déjà dit, la technologie de drone ukrainienne, elle n'existe pas. C'est des transferts de technologie européens, mais pour ne pas être impliqués directement dans les frappes contre la Russie, ils font semblant que ce sont des développements ukrainiens. Et en plus, c'est totalement idiot de produire de l'armement en Ukraine, puisque les usines peuvent être bombardées, l'approvisionnement électrique n'est pas garanti, etc., etc. Donc je pense que c'est le prétexte inventé. Je pense que finalement, la Pologne est en train de se rendre compte que les MiG-29, les vieux MiG-29 soviétiques, modernisés, c'est mieux que des F-16. Déjà, il y a double réacteur. Et puis, c'est surtout mieux que le F-35, qui est, comme on l'a dit la dernière fois, ou l'avant-dernière fois, un cercueil volant. Et en plus, pas du tout invisible, comme les Iraniens l'ont prouvé. Voilà pour ce qui était de l'armement. Considération militaire générale, et de nouveau, on va parler des échanges de corps. Donc, il y a eu encore un échange de corps entre les Russes et les Ukrainiens. Donc, les Russes récupèrent les corps des cadavres des soldats ukrainiens, et réciproquement. Et une fois de plus, on est frappé, puisque les Ukrainiens ont rendu 33 corps russes, tandis que les Russes ont rendu 522 corps ukrainiens. Alors, souvenez-vous des explications qu'on avait données. La première raison, c'est que finalement, les Russes ont sans doute plus de respect pour les cadavres ukrainiens, donc ils les ramassent tous et pour les leurs, au contraire des Ukrainiens qui ne ramassent ni leurs cadavres ni ceux des Russes. C'était la première explication. La deuxième explication, c'est que finalement, il y a plus de pertes ukrainiennes parce que la puissance de feu russe, que ce soit artillerie ou que ce soit bombe planante, est bien supérieure. Et la troisième explication qui était donnée, c'est que oui, mais comme les Russes, c'est eux qui donnent l'assaut, c'est eux qui récupèrent les corps des Ukrainiens et leurs propres corps. Sauf que là, ce qu'on voit sur ce tableau, c'est que par rapport au fait de ce qu'on nous a vendu depuis mars 2023, c'est-à-dire que ce sont les Ukrainiens qui sont à l'assaut, on aurait dû avoir l'inverse, c'est-à-dire ce sont les Ukrainiens qui récupèrent les corps des Russes et qui récupèrent leurs propres corps, et donc on aurait dû avoir la proportion inverse. Et c'est pas du tout le cas. Donc ça confirme ce qu'on nous a dit, c'est-à-dire que les Ukrainiens n'ont pas repris de territoire, ils ont infiltré des petits groupes très courageux d'ailleurs, mais finalement qui sont restés isolés, qui ne contrôlaient donc pas réellement la zone grise où ils se trouvaient, donc ils étaient incapables ni de ramener le corps de leurs propres soldats, ni bien sûr de ramener ceux des soldats russes qu'ils auraient tués. Voilà. En revanche, lorsque les Russes, à partir, on va dire, je pense, mi-mai, ont commencé à reprendre le contrôle de ces zones grises, eux ont récupéré les corps des soldats ukrainiens. Donc finalement, rien ne change. Ce sont les Russes qui montent à l'assaut, oui. Il y a plus de morts ukrainiens parce que la puissance de feu russe est incomparable. Et vu les mœurs qui sont en vigueur au sein de l'armée ukrainienne, évidemment que non seulement les officiers kieviens non, bien sûr, il y a une affaire des corps des soldats russes morts, mais même des corps de leurs propres soldats. Voilà ce qu'on peut dire sur cette affaire. Considération militaire, enfin. Donc, Kiev continue ses bombardements de masse, et ce que notent tous les observateurs un peu objectifs, c'est que l'efficacité est en train de s'effondrer. Notamment, c'était le 30, dans la nuit du 29 au 30 juin, il y a eu de nouveau un bombardement de masse, donc 419 frappes,
et la seule chose qu'ils ont touché, c'est un bébé. Ils ont tué un bébé. Alors, ils l'ont pas fait exprès, ils tirent un peu n'importe où, n'importe comment, mais je pense pas que c'était cette fois délibéré, contrairement à Starobelsk ou aux joueurs de foot junior de biélorusse, hein, du côté de Bryansk, souvenez-vous-en. Mais simplement, c'est que c'est bien d'avoir des drones qui coûtent pas cher, mais le problème de ces drones, c'est qu'ils sont lents et que petit à petit, le système de la DCA russe, qui est le meilleur au monde, s'adapte petit à petit. Voilà. Et que donc, je pense qu'on est en train d'avoir une rupture, que ce qui a marché, par exemple, ce qui a été inauguré par les Russes avec les drones iraniens, les Shahid devenus Guéran, c'est-à-dire des systèmes extrêmement bon marché, mais très lents, eh bien, ça ne marche pas avec une DCA du niveau de la Russie. Il peut y avoir de temps en temps, encore une fois, des frappes, on en a vu, mais globalement, il y a une défense échelonnée extrêmement bien organisée, et ce qui fait que les Otano-Kieviens aujourd'hui doivent trouver mieux. Ils doivent revenir aux missiles, avec une vitesse critique qui permettra de frapper là où ils veulent, et avec une ogive sérieuse de plusieurs centaines de kilos. Voilà ce que les Russes, eux, peuvent faire. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on observe du côté russe, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de Guéran, effectivement, puisque la DCA otano-kievienne est bien moins efficace que la DCA russe, mais il y a également de plus en plus de missiles, c'est-à-dire que les Russes ont augmenté leur production de missiles, hein, n'est-ce pas, colonel Goya, Gamelin Goya. Et donc voilà, je pense que là aussi, on est dans ce domaine-là aussi. Donc non seulement les Russes, on va le voir sur la carte des opérations militaires, contrôlent le front, et c'est eux qui avancent, mais en plus, sur les frappes dans la profondeur, ils ont un avantage tout simplement décisif, on peut le dire. Et nous revoilà sur la carte des opérations militaires. Alors rapidement sur les frappes dans la profondeur, Kiev en a fait quelques-unes, mais sans grand succès. Il y a eu des impacts à Volgograd sur une usine, et puis quelques autres sur des infrastructures énergétiques, mais très faibles. Du côté de Kiev, selon le maire Vitaly Klitschko, ça a été le plus gros bombardement depuis le début de la guerre. Donc l'électricité a été coupée, et puis les Russes frappent dans toute la profondeur. Il y a désormais plus de stations-service entre Dniepro et Kharkov ici, et donc l'approvisionnement de la ville de Kharkov est très, très limité. Si vous voulez y aller, vous ne repartirez pas avec votre voiture parce qu'il n'y aura plus d'essence. Mais maintenant, passons à la ligne de front. Sur le front sud de Zaporozhye, alors 2 écoles s'affrontent. J'ai lu l'excellent bulletin de la semaine dernière de Sylvain Ferreira qui reprend les informations de Southfront, qui dit que là, les Ukrainiens seront encore à l'offensive pour essayer d'avancer vers Tokmak. Bon, Yuri Podolaka dit exactement l'inverse. Il dit qu'au contraire, les Russes ont repris l'initiative et sont en train de liquider les quelques conquêtes des Otano-Kieviens, donc à la fin de l'hiver, au début du printemps de cette année. Difficile à dire, mais donc je laisse comme ça à prendre avec circonspection. En revanche, aucun doute sur le fait que sur la partie est du front de Zaporozhye, là les choses vont très très bien pour les Russes qui sont emparés de plusieurs localités et clés. Novoselovka ici, Kopani ici, Rovno ici. Lisnoé ici et toujours à l'assaut sur Lubitskoye. J'ai rajouté cette petite rivière parce que en fait, c'est une ligne de défense que les Russes doivent franchir. Et une fois qu'ils l'auront franchie, là, ça veut dire que Orekovo sera quasiment en encerclement opérationnel. Et ce sera une excellente chose, hein. Ces 3 derniers jours, on est à peu près à 4 localités en moyenne par jour, hein, et localités importantes prises par les Russes. Donc on est très très bien. C'est également le cas donc plus au nord. Donc là, on est dans la région de Dnepropetrovsk. Là, c'est la zone, souvenez-vous, c'est la zone grise que les Ukrainiens nous avaient annoncé avoir reprise. En fait, on s'est aperçu que ce n'était pas du tout le cas. Donc là, il y a toujours des affrontements. Les Russes sont en train d'essayer de nettoyer les groupes ukrainiens infiltrés. Ils ont définitivement repris Novoselovka ici, dans lequel ils combattaient depuis un bon moment. Et puis surtout, là, il y a eu au sud de Pakrovskoye, donc qui est, comme on le voit, un nœud logistique extrêmement important. Ils se sont emparés cette semaine de 3 localités importantes, Bogodarovka ici, Pisantse ici et Novoskelovatoe ici. Donc très belle opération là aussi pour les Russes. Et ce n'est pas terminé puisque les Russes sont rentrés donc dans la localité, pareil, un nœud logistique extrêmement important de Dobropolia à cet endroit-là. Donc je ne vais pas vous faire un dessin. Si jamais les Russes prennent Dobropolia, ça veut dire qu'ils pourront faire un immense encerclement opératif de Slaviansk, Kramatorsk, hein, puisqu'ils avancent par Konstantinovka. Donc Konstantinovka, qui n'a pas encore été déclarée libérée, qui est en fin de nettoyage, mais le ministère de la Défense est très prudent sur ses déclarations, il a raison. Donc poussé par le sud, du sud-est par Konstantinovka, poussé par le sud-ouest par Dobropila, et puis évidemment poussé plein est, puisque là aussi les Russes ont avancé, ils ont pris la localité de Malinovka, ils sont désormais à
13 kilomètres du centre de Kramatorsk, hein, c'est-à-dire que les drones peuvent s'y déployer, les FPV drones peuvent s'y déployer tranquillement. Donc, ils ont avancé, ils ont consolidé leur position également à cet endroit-là. Le ministère de la Défense a annoncé officiellement que la localité de, Pouskinovka avait été, prise, donc nous on l'avait déjà mis prise, mais, c'était pas certain effectivement. Le ministère de la Défense là maintenant l'a assuré. Donc on a, remis, à jour donc la position, hein, du front. Donc là, je pense qu'il n'y aura pas de contre-offensive sur Alexandrovka. Donc c'est avec un vif plaisir que je retire la petite punaise. Voilà, l'objectif a été atteint. Du côté de Liman, c'est pareil, on est en fin de nettoyage. Le ministère de la Défense russe est prudent, mais il pourrait déjà le déclarer complètement libéré, à mon avis. Ici, c'est toujours pas très clair. Est-ce que Borovaya a été libéré ou pas? Donc, on va attendre de voir. Là, le risque aussi pour les troupes otano-kieviennes, c'est de se retrouver dans un petit chaudron sympathique. Là aussi, comme on les aime, si jamais l'ordre de retrait n'est pas donné à temps, et on sait que c'est une tradition dans l'armée otano-kievienne, c'est de jamais donner les ordres de retrait suffisamment à temps. À l'ouest de la rivière Oskol, il reste encore quelques maigres troupes et quelques éléments isolés, mais on peut dire que cette zone-là a quasiment été complètement nettoyée. Et pareil pour la ville de Kupiansk, les Ukrainiens sont à court de ressources et donc sont en train de l'évacuer. La libération complète devrait être annoncée prochainement, on peut l'espérer. Voilà. Et les Russes ne s'arrêtent pas là, puisqu'ils avancent aussi sur le front nord-est de Kharkov. Ils se sont emparés de la localité de Krenskoye, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à faire un bond, et donc il faudra voir comment ça se caractérise ici, parce que a priori, le Sovka doit être aussi sous contrôle des Russes, à mon avis, tout ce qui est au nord de cette rivière. Le but, évidemment, c'est d'aller jusqu'à Veliko-Lodyaz, ici, ce qui permettrait, là aussi, d'entamer un encerclement très intéressant et de s'emparer de Veliki Bourlouk. Donc là, on avance bien. Les Russes poussent également du côté de Kozachka-Lopan, donc toujours pour approcher de la ville de Kharkov, qui est aussi, du point de vue énergétique, quasiment en isolement quasi complet. Les Russes avancent dans les massifs forestiers de Soumy, donc là aussi, c'est une grosse alerte pour l'armée ukrainienne. Ils avancent également au nord de la ville de Soumy. Et enfin, le général Syrski, donc qui commande l'armée ukrainienne, nous a annoncé qu'il pensait que les Russes allaient lancer une opération vers Kiev qui passerait par Tchernigov. Donc où est-il allé chercher ça? On ne sait pas, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a d'un côté Zelensky qui nous dit que l'armée russe est épuisée et que l'armée ukrainienne gagne la guerre, et de l'autre côté, le chef d'état-major de l'armée ukrainienne qui nous dit que les Russes vont lancer une nouvelle offensive. Donc tout ça est très étrange. Voilà, j'enlève la ligne de front de la semaine dernière. Voilà où nous en sommes le jeudi 2 juillet 2026. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aller voir en description comment vous pouvez nous aider. On en a absolument besoin parce que le combat continue. La censure fait rage. Encore une fois, je reviendrai avec vous sur les conséquences de cette décision de la Cour européenne de justice. Il faut que je vois avec les gens qui ont repris le site Stratpol comment ils ont l'intention de gérer cette affaire. Voilà, en tout cas, comme vous le voyez, du point de vue économique, du point de vue diplomatique et du point de vue militaire sur la ligne de front, les choses vont excellemment bien pour l'armée russe. Donc tenez bon, courage, on les aura. Nous voilà dans la dernière et longue partie de ce bulletin, 204-27 de Stratpol, et on va aborder ce qui est, franchement, le cœur analytique de cette semaine. La situation militaire sur le front, les frappes dans la profondeur, et plusieurs signaux que les médias grand public ignorent systématiquement. Comme toujours sur Monde Multipolaire, on vous présente les faits et on vous laisse juger. Commençons par l'attentat contre l'oligarque ukrainien Vadim Yarmolev à Monaco. C'est un sujet que Moreau traite avec la prudence qui s'impose et on va faire de même. Les faits d'abord. Un attentat à Monaco a grièvement blessé Yarmolev, sa femme et son fils de 13 ans. La police monégasque et française est sur l'affaire. Ce qui est notable, comme le relève Moreau, c'est que même des médias comme Le Figaro, qui ne sont pas des relais de la vision stratégique de Moreau, ont privilégié la piste ukrainienne. Et la rumeur, qu'on cite avec toutes les précautions nécessaires, est que Yarmolev s'apprêtait à coopérer avec une enquête anticorruption sur l'Ukraine. Replaquons ça dans un contexte plus large. La question de la violence mafieuse d'origine ukrainienne en Europe occidentale n'est pas une invention de la propagande russe. Europol a publié en 2024 un rapport signalant une augmentation significative des activités criminelles organisées liées à des réseaux ukrainiens dans plusieurs pays européens. Ce n'est pas propre à l'Ukraine.
C'est la conséquence documentée de tout conflit armé prolongé qui génère un flux de personnes armées, traumatisées, sans perspective économique et qui se retrouvent dans des zones grises. On a vu le même phénomène après les guerres des Balkans dans les années 90, quand des réseaux criminels serbes et albanais se sont développés en Europe de l'Ouest. Ce qui signifie que ce que Moro annonce comme une évolution à venir n'est pas une prophétie idéologique, c'est une extrapolation basée sur des précédents historiques documentés, sur le père Slava et la liste Miro-Voré. Voilà un sujet sur lequel il faut être précis et factuel. Miro-Voré est un site internet ukrainien qui publie des listes de personnes qualifiées d'ennemis de l'Ukraine, avec leurs coordonnées personnelles. Ce site existe depuis 2014. Des journalistes, des écrivains, des analystes et même des ressortissants étrangers y figurent. Moro y est inscrit depuis 2016. Le fait que le père Slava, prêtre catholique français qui administre des sacrements dans le Donbass, s'y trouve désormais inscrit, est objectivement préoccupant. Des organisations internationales comme l'OSCE et le Comité pour la protection des journalistes ont documenté des cas où des personnes inscrites sur ce site ont subi des menaces physiques réelles, ce qui signifie que la préoccupation de Moro sur ce point n'est pas une surréaction. Passons maintenant au Golden Dome, le projet américain de bouclier antimissile. Et là, Moro fait une comparaison historique que je trouve vraiment pertinente. Il rappelle l'initiative de défense stratégique de Ronald Reagan en mars 1983, la fameuse guerre des étoiles, et il rappelle que George W. Bush avait tenté de rejouer le même scénario en 2002 en se retirant du traité antimissile, espérant forcer les Russes à des dépenses ruineuses dans un domaine où ils n'avaient pas l'avantage. Sauf que Poutine, en 2002, avait choisi une réponse différente, améliorer les vecteurs offensifs plutôt que construire un système défensif coûteux. Et ce choix a donné le Sarmat, les missiles hypersoniques Avangard et Kinjal, le drone sous-marin Poséidon et le missile à propulsion nucléaire Burevestnik. Ces développements ne sont pas des fantasmes. Ils ont été confirmés et documentés par des instituts sérieux comme le Bulletin of the Atomic Scientists et le Carnegie Endowment for International Peace. Ce qui signifie que le projet Golden Dome de Trump, estimé entre 185 et 1500 milliards de dollars selon les évaluations, cette fourchette titanesque dit déjà beaucoup sur l'incertitude technique du projet, devra faire face à des vecteurs offensifs russes conçus précisément pour contourner tout système antimissile. Les missiles hypersoniques, par définition, ne suivent pas de trajectoire balistique prévisible. Ils peuvent manœuvrer en vol. Ce qui signifie que la logique même d'un bouclier antimissile classique est mise en défaut par des armes comme l'Avangard. L'ancien conseiller stratégique de l'OTAN, Franklin Miller, a lui-même dit dans une tribune publiée dans Survival, la revue de l'ISS de Londres, qu'un bouclier antimissile efficace contre des capacités russes actuelles n'était pas techniquement réalisable dans un délai raisonnable. Ce qui signifie que la critique de Moro sur ce projet est partagée dans des cercles analytiques occidentaux sérieux. Sur la destruction de 3 MiG, 2 neufs ukrainiens, Moro distingue correctement ce qui est documenté. Les 2 MiG, 2 neufs détruits au sol après avoir été repérés par des drones russes. De ce qui reste à confirmer, un 3e appareil abattu en vol. C'est une rigueur analytique qu'on apprécie sur Monde Multipolaire. Ce qui est factuel, c'est que la supériorité aérienne russe est structurelle. Le missile R-30 Sept-M, avec une portée de 300 km, n'a pas d'équivalent au temps, ce qui signifie que les pilotes ukrainiens opèrent dans des conditions de danger extrême dès qu'ils décollent, et que les livraisons de FSAIS n'ont pas changé fondamentalement cet équilibre. Sur le refus polonais de livrer leurs MiG, 2 neufs restants, Moro fait une observation intéressante. La Pologne commence vraisemblablement à réaliser que ces vieux MiG, 2 neufs soviétiques modernisés, sont en réalité plus robustes que les Front 5 qu'elle a achetés sous pression américaine. C'est une observation qui rejoint les données du rapport du Pentagone au Congrès cité dans le bulletin précédent, qui documentait les problèmes structurels de disponibilité du F-35. Cela dit, nous atténuons ici
la formulation de Moreau qui parle de cercueil volant. Ce qui est factuel, c'est que le Front 5 a des problèmes documentés de disponibilité opérationnelle et que son éventuelle vulnérabilité face à des systèmes solaires avancés reste une question ouverte dans les cercles militaires professionnels. Maintenant, les échanges de corps, et c'est un indicateur que Moreau utilise depuis longtemps comme baromètre objectif, précisément parce qu'il est difficile à manipuler. Les chiffres de cet échange sont saisissants. 33 corps russes rendus par l'Ukraine, 522 corps ukrainiens rendus par la Russie, ce qui signifie un ratio de presque 16 corps ukrainiens pour un corps russe. Moreau donne 3 explications pour ce déséquilibre, et elles ne sont pas mutuellement exclusives. Premièrement, les Russes ramassent systématiquement les corps, les leurs et ceux des Ukrainiens tombés dans les zones qu'ils contrôlent. Les Ukrainiens font moins bien dans ce domaine. Deuxièmement, la puissance de feu russe, artillerie et bombes planantes, génère davantage de pertes côté ukrainien. Troisièmement, les opérations ukrainiennes de mars à mai 2026, présentées comme des contre-offensives victorieuses par les médias grand public, étaient en réalité des infiltrations de petits groupes isolés, incapables de contrôler les zones grises où ils se trouvaient, et donc incapables de récupérer ni leurs morts, ni ceux des Russes. Et quand les Russes ont repris le contrôle de ces zones grises à partir de mi-mai, ce sont eux qui ont ramassé les corps ukrainiens. C'est un point important parce qu'il démontre quelque chose de précis sur la campagne médiatique que Moreau dénonce depuis mars 2026. Des centaines d'articles de presse occidentaux ont parlé de reconquête ukrainienne, des cartes ont été modifiées, des porte-paroles ont triomphé, et finalement, les données d'échange de corps disent autre chose. Ce type d'indicateur indirect est classique en analyse de renseignement militaire. L'Oryx Project l'utilise pour les pertes matérielles. Les échanges de corps sont une méthode comparable pour les pertes humaines. Sur l'efficacité décroissante des frappes de drones ukrainiens, Moreau fait une observation analytiquement solide. Le bombardement massif de la nuit du 29 au 30 juin, avec 419 frappes annoncées, n'a produit qu'une seule victime civile, un bébé. Ce résultat tragique, mais militairement insignifiant, illustre quelque chose d'important. La DCA russe s'adapte progressivement aux drones à basse vitesse. Le modèle des drones Shahed iranien, devenu Guérin en version russe, des appareils bon marché mais très lents, atteint ses limites face à un système de défense en couches successives qui apprend et qui s'améliore. Ce point rejoint des analyses publiées par des institutions comme War on the Rocks, la revue américaine de stratégie militaire. Plusieurs de leurs auteurs ont noté en 2025 et 2026 que l'adaptation des défenses à des vecteurs à basse vitesse est un processus continu mais inévitable. Ce qui signifie que les Ukrainiens et ceux qui planifient leurs frappes derrière eux vont devoir trouver des solutions différentes. Des missiles plus rapides, des trajectoires imprévisibles, des ogives plus lourdes, des capacités que l'Ukraine ne possède pas de manière autonome. Maintenant, la partie qui mérite le plus d'attention, la situation sur la carte des opérations militaires. Et là, permettez-moi d'être direct. Ce que Moreau décrit cette semaine est d'une ampleur qu'on ne voit quasiment pas dans les médias français. Sur le front est de Zaporizhia, Moreau liste des prises de localités clés, Novoselovka, Kopani, Rovno, Lisnoé, et surtout une progression vers Orekovo, dont il dit qu'une fois le fleuve Biscayer franchi, la ville sera en encerclement opérationnel. Il parle d'environ 4 localités importantes prises par jour sur ce secteur ces derniers jours. Ce rythme, s'il est confirmé, représente une accélération significative. Deep State Map, la cartographie généralement considérée comme favorable à Kiev, a documenté des progressions dans cette zone, ce qui signifie que les données de Moreau correspondent à ce que des sources non russes publient également, autour de Dobropilya. Et là, c'est peut être le point stratégique le plus important du bulletin. Les Russes sont désormais entrés dans la localité de Dobropilya, nœud logistique majeur. Moreau est très clair sur les implications. Si Dobropilya tombe complètement, combiné à la chute en cours de Konstantinovka au sud-est,
et aux avancées à l'est, depuis Malinovka qui place les Russes à 13 km du centre de Kramatorsk, ce sont les conditions d'un immense encerclement opérationnel de l'axe Slaviansk-Kramatorsk qui commence à se dessiner. Rappelons que Kramatorsk et Slaviansk sont les deux plus grandes villes encore sous contrôle ukrainien dans le Donbass. Leur encerclement potentiel ne signifie pas leur chute immédiate. Un encerclement opérationnel n'est pas un siège complet, mais il signifie une pression logistique et psychologique considérable et une menace permanente d'encerclement qui contraint l'état-major ukrainien à mobiliser des réserves pour défendre des lignes latérales qu'il ne peut plus consolider frontalement. Comparativement, la bataille de Severodonetsk et Lysychansk en 2022 a suivi exactement cette logique. Pression frontale combinée à des mouvements de flanc qui menaçaient l'encerclement, forçant Kiev à choisir entre défense coûteuse et retrait. La prise de ces deux villes par les Russes avait été un tournant documenté par tous les analystes militaires indépendants, y compris ceux favorables à Kiev, sur Liman et Kupiansk. Moreau dit ce qu'il pense depuis plusieurs semaines. La libération officielle de Liman est imminente. Et Kupiansk, dont les défenseurs ukrainiens manquent de ressources et sont en cours d'évacuation, devrait suivre. Ce qui est analytiquement intéressant dans le cas de Kupiansk, c'est que c'était une ville présentée en septembre 2022 comme une victoire majeure de la contre-offensive ukrainienne. Sa perte finale refermerait une boucle narrative importante dans ce conflit, sur le front nord de Kharkov. Les Russes ont pris la localité d'Ukraine et Moreau indique que Sovka est vraisemblablement sous contrôle russe également. L'objectif de Bellikolodiaz et de Veliki Bourlouk dessinera, s'il est atteint, les conditions d'un encerclement partiel par le nord. Et la ville de Kharkov elle-même se retrouve dans un quasi-isolement énergétique complet. Pas de station-service approvisionnée entre Dniepr et Kharkov. Ce qui signifie que la deuxième ville d'Ukraine est en train d'être progressivement coupée de ses lignes d'approvisionnement logistique sur le front de Soumy. C'est peu être le front le plus sous-estimé dans les analyses occidentales. Les Russes avancent dans les massifs forestiers, prennent des localités qui leur permettent d'approcher la ville de Soumy elle-même. Moreau reconnaît que prendre Soumy, avec les effectifs actuellement déployés, lui paraît un objectif trop ambitieux à court terme. Mais la mécanique est là. Même une pression modeste sur ce front oblige Kiev à détourner des réserves, ce qui signifie que l'effet stratégique de ce front secondaire est réel, même si son objectif final n'est pas la prise de Soumy. Et puis, il y a cette contradiction absolument stupéfiante que Moreau souligne en fin de bulletin. D'un côté, Zelensky déclare que l'armée russe est épuisée et que l'Ukraine est en train de gagner. De l'autre, son propre chef d'état-major, le général Siersky, déclare qu'il s'attend à ce que les Russes lancent une nouvelle offensive en direction de Kiev via Tchernigov. Ce qui signifie que le chef politique et le chef militaire ukrainien font des évaluations publiques diamétralement opposées de la même situation. C'est soit de la confusion communicationnelle, soit une tentative délibérée de produire des messages différents pour des audiences différentes. Dans les deux cas, c'est un signal difficile à ignorer. Permettez-moi de conclure cette réaction en replaçant l'ensemble dans le contexte de ce que nous savons de ce 6 juillet 2026. La trêve Iran-Washington tient encore. Les prix du pétrole restent sous pression à la hausse malgré la réouverture d'Ormuz, parce que les États-Unis doivent reconstituer des réserves stratégiques au plus bas depuis 2008, ce qui signifie que les revenus énergétiques russes restent solides dans la période immédiate. Sur le plan diplomatique, la visite de Poutine à Pékin fin mai et la déclaration commune sino-russe ont établi un cadre multipolaire qui tient l'affaiblissement politique de Starmer au Royaume-Uni, la paralysie budgétaire française, les difficultés de recrutement militaire allemande documentées dans le Berliner Zeitung. Tout ça dessine une Europe structurellement moins capable de soutenir l'effort ukrainien sur le long terme. Et le Frankfurter Allgemeine Zeitung que cite Moreau, qui signale que l'aide à l'Ukraine pourrait être remise en cause parce que de moins en moins de dirigeants croient à la victoire ukrainienne, c'est un signal sérieux, venu d'un journal économique allemand sérieux,
Ce qui ne signifie pas que la guerre est terminée. Ce qui signifie que nous sommes dans une phase où les équilibres se déplacent et où les décisions politiques des prochaines semaines, notamment autour du sommet OTAN prévu et des discussions sur l'aide ukrainienne, vont peser lourd. C'est pour ça que des analyses comme celle de Moreau, appuyées sur des faits, croisées avec des sources indépendantes anglophones et académiques, ont toute leur valeur, pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe réellement, et non ce qu'on veut vous faire croire. Voilà pour cette double réaction au bulletin 297 de Stratpol. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose, likez, partagez et rejoignez la chaîne Monde Multipolaire pour m'aider à produire du contenu tous les jours. À très bientôt.